Bonsoir. Alors, précédemment, je vous ai présenté très rapidement le propos de Montesquieu dans le roman intitulé Lettres persanes, puisque nous attaquons maintenant la suite de la séquence consacrée à participer, vivre dans la cité, participer au monde, et on a vu qu'un procédé notamment très utile en littérature et en philosophie était l'usage de l'ironie. Ironie qui consiste à opérer un décalage pour susciter le rire, la moquerie, afin que le lecteur ou le spectateur puisse réfléchir au sujet qui est alors critiqué. Donc je reviens dans un premier temps sur ce texte-ci, intitulé « Comment peut-on être persan ?», qui est tiré du livre « Lettres persanes » de Montesquieu. Je vous rappelle que ce livre est un récit qui est construit à partir de lettres, c'est-à-dire que c'est un roman épistolaire. Il y a deux indices principaux qui nous sont fournis dans le texte. Ici, celui qui envoie le destinateur au destinataire et l'endroit où il se trouve. Je vous rappelle que celui qui est à Paris, Rica, s'adresse à ses congénères, à ses pairs, à ses amis qui sont eux restés en Perse. La Perse, je vous rappelle que ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est l'Iran. Et puis en bas, vous voyez, il y a le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre, le numéro de la lettre, ici c'est la lettre numéro 30, qui est fameuse, et puis il y a une date, qui est en fait une date inventée, mais qui correspond réellement au calendrier oriental, au calendrier du Coran, au calendrier musulman. Donc Montesquieu, qui est le véritable auteur des lettres, fabrique réellement une lettre comme si c'était Rica, qui était un vrai personnage, qui a écrit à une vraie date à quelqu'un resté en Perse. La date qui est ici, 1712, pardon, qui est 1721, non, excusez-moi, qui est entre parenthèses, est bien la date de publication des lettres persanes. Je vous rappelle que Montesquieu, qui s'est dissimulé complètement pour opérer sa critique derrière ce roman épistolaire, a fait publier de manière anonyme, donc sans donner son nom, à Amsterdam, son livre, de peur d'être censuré s'il l'avait fait en France. Alors, ce texte, on peut le diviser en trois parties. De la ligne 1 à la ligne 9, on a la description de la curiosité des Parisiens. Ensuite, de la ligne 10 à la ligne 14, une sorte de transition qui s'opère dans le texte, puisque le personnage qui est en train de raconter ce qu'il voit et ce qui lui arrive, c'est un récit anecdotique avec des anecdotes, c'est le je qui raconte, qui dit ce qu'il voit. Il y a une transition donc qui s'opère dans le texte, puisque ce personnage, en fait, va décider de changer quelque chose dans son apparence, pour ensuite nous amener vers la troisième partie du texte, qui va donc de la ligne 14 à la fin, et qui, cette fois, nous montre de quelle manière le comportement des Parisiens se transforme. Alors, avant de commencer à vous aider à répondre à ces questions sur les deux feuilles que je vous avais données, qui sont celles-ci, il y avait notamment des questions de compréhension et des questions par rapport à la modalité selon laquelle Montesquieu procède dans son texte pour nous faire comprendre quelque chose, pour nous aider à réfléchir et pour finalement critiquer, dénoncer quelque chose. Dans un premier temps, je voulais faire un tout petit point avec vous sur des mots de vocabulaire. Tout d'abord, à la quatrième phrase, il est question des Tuileries. Si j'étais aux Tuileries, je voyais aussitôt un cercle se former autour de moi. Les Tuileries, c'est le jardin des Tuileries qui se trouve à Paris aujourd'hui, entre le musée du Louvre et la place de la Concorde, pas très très loin du bas des Champs-Élysées. Et à l'époque où les lettres ont été écrites, c'était un jardin où l'aristocratie se promenait, où on venait se montrer, on s'habillait, on se rencontrait, etc. Ça reste aujourd'hui un jardin que vous pouvez tout à fait fréquenter, peut-être même que vous l'avez déjà vu. Ça se situe, pour ceux qui avaient été au musée d'Orsay l'année dernière, en face du musée d'Orsay, mais sur l'autre rive de la Seine. Il y a le mot lorgnette. Alors le mot lorgnette se trouve un petit peu plus loin dans ce début de texte, à la ligne 6. Je trouvais d'abord 100 lorgnettes dressées contre ma figure. Les lorgnettes, ce sont en fait de petites jumelles, de petites lunettes que l'on porte lorsqu'on va au théâtre. Donc ça nous indique que les personnes regardent et même veulent regarder de plus près Rica, qui va au théâtre et qui fréquente les lieux que les Parisiens fréquentent, puisque grâce à ces petites lunettes ou à ces jumelles, ça fait un effet de loupe, donc on voit mieux
celui qu'on veut regarder. Et au théâtre, eh bien, lorsqu'on est placé très loin, on ne voit pas toujours très bien les personnes qui sont sur la scène, les comédiens. Donc avoir ces jumelles nous permettait, puisque ça se fait moins aujourd'hui, mais on peut encore voir des gens qui les utilisent, de mieux voir les comédiens, l'expression de leur visage, mais de voir également les gens qui sont dans la salle, puisque le théâtre, à l'époque, est un lieu très important pour se montrer. C'est un signe, lorsqu'on va voir telle ou telle pièce, ça veut dire qu'on est de la bonne société, qu'on est à l'endroit où il faut être, etc., etc. Chose extrêmement importante dans la vie parisienne. Ensuite, vous avez le terme physionomie. Donc c'est un peu plus bas dans le second paragraphe du texte, hein, c'est dans la seconde partie du texte, à ce niveau-là. La physionomie, en fait, c'est l'apparence, c'est l'aspect physique. D'accord ? D'ailleurs, vous retrouvez la même racine dans physique, physio. Ensuite, vous avez le mot ornement. Alors, un ornement, des ornements, ce sont des décorations. Lorsqu'il s'agit de l'apparence d'une personne, ce sont les ornements qu'on porte sur un vêtement, mais ce peut être aussi les bijoux, les décorations. Et un dernier terme, mais que vous connaissez, j'imagine, qui est plutôt vers la fin du texte cette fois. J'eus le sujet de me plaindre de mon tailleur qui m'avait fait perdre en un instant l'attention et l'estime publique. Donc l'estime, c'est en fait l'intérêt que porte le public à la manière dont Rika était habillée, puisqu'on comprend qu'en fait, il change de vêtements. Voilà. Alors, plusieurs remarques avant de vraiment commencer les questions. Tout d'abord, c'est un roman épistolaire, c'est une lettre. On a vu qu'il y avait deux signaux qui nous permettaient de comprendre que c'est une lettre. Ensuite, étant donné que c'est quelqu'un qui écrit, c'est écrit en point de vue narratif interne. Vous voyez que c'est je qui raconte, c'est Rika qui parle. Il raconte ce qu'il fait, il raconte ce qu'il voit. Donc ce sont des anecdotes. C'est un récit qui peut nous paraître tout à fait presque superficiel en fait. Il ne fait que raconter des choses qui pourraient passer pour du détail. Une deuxième chose qu'on doit observer, ou plutôt une troisième chose qu'on doit observer, c'est les champs lexicaux. Il y en a un qui prédomine absolument, c'est le champ lexical de la vue. On a les termes curiosité, arc-en-ciel, je voyais, on parle de portrait, de boutique, donc c'est les choses qu'on voit. Il est au théâtre, il parle également de l'attention, etc., etc. Tous ces termes appartiennent au champ lexical qui nous indique déjà que le thème aura un rapport avec la vue, avec quelque chose qui se voit. Et donc déjà, on peut imaginer que le thème principal en fait, du texte et de la critique de Montesquieu va être lié à l'apparence, à l'aspect visuel, à ce qu'on voit de nous à l'extérieur. Et puis, une toute dernière chose, c'est que ce thème, ce champ lexical de la vue vient grossir un réseau lexical dans le texte, donc, qui permet de développer le thème, c'est celui de l'image. À nouveau, le terme portrait, par exemple, ou Tuileries, parce qu'on sait que c'est là où les gens se montrent, ou encore boutique, ou lorgnette, ou théâtre, ce sont des lieux où l'image prédomine. Donc là, encore une fois, on a quasiment la certitude de savoir que Montesquieu, en fait, va bien entendu parler de l'apparence, de la mode, de ce que l'autre renvoie comme image de soi et ce que nous-mêmes, nous renvoyons comme image de nous-mêmes. Alors, la première question, vous demandez de reformuler la première phrase. La première phrase du texte, les habitants de Paris sont d'une curiosité qui va jusqu'à l'extravagance. Alors, cette phrase, elle est posée comme une certitude. C'est presque déjà une conclusion à ce que veut dire Rika à son correspondant et ce qu'en fait Montesquieu veut nous faire comprendre à nous, lecteurs. La curiosité, c'est quelque chose qui peut être intéressant, puisque c'est ce qui nous permet de nous intéresser à l'autre, de donner envie de lire, de découvrir, de voyager, de poser des questions. Mais ici, il y a déjà une petite critique puisque la curiosité est associée à l'extravagance. L'extravagance, c'est quelque chose qui nous rend très fantaisistes, très différents, avec un peu d'exagération, dans quelque chose qui tient de l'hyperbole. D'accord ? Donc il se moque déjà un petit peu. Il dit de la curiosité des Parisiens que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui pousse le Parisien à aller vers l'autre, mais plutôt à utiliser la curiosité comme un signe distinctif et qui pourra même être totalement exagéré pourvu qu'on soit vu, qu'on soit remarqué.
D'accord? Donc c'est pas du tout la même chose. Il y a déjà une légère pointe d'ironie dans cette première phrase. Vous pouviez la reformuler de manière différente. Parler d'exagération par exemple. La seconde question, quel modalisateur pouvez-vous repérer dans ce texte qui oriente sa compréhension? Cherchez à analyser les adverbes, les types de phrases, les figures de style qui permettent à l'auteur de souligner son propos. Alors c'est une question qui serait un petit peu longue à développer ici, d'autant plus qu'on atteint déjà les 10 minutes et quelques et je ne veux pas vous faire des vidéos trop longues. Mais je vous rappelle que les modalisateurs, ce sont tous ces mots qu'on utilise dans un texte, mais aussi à l'oral, pour nuancer son propos. On peut utiliser les questions rhétoriques, c'est-à-dire des fausses questions. C'est la fameuse dernière question du texte. Comment peut-on être persan? C'est une question qu'on se pose à soi-même, en fait, on n'attend pas réellement de réponse. Le conditionnel, puisqu'on suggère quelque chose, on n'est pas sûr. Les adverbes, bien sûr, c'est pas la même chose si je dis je viendrai peut-être, je viendrai sûrement, que si je dis je viendrai. Hein, ça suppose qu'on n'est pas sûr. Mais aussi les adjectifs. En fonction des adjectifs qu'on choisit ou des verbes que l'on choisit, on donne une tonalité péjorative ou améliorative, positive ou négative. Donc il y a tout un tas de mots, notamment les adverbes, qui sont très présents dans ce texte et qui nous faut comprendre que les choses sont en fait très superficielles. Car en fait, c'est ça que va dénoncer Montesquieu, c'est la superficialité des Parisiens dans leur quotidien. Les adverbes qu'il utilise sont essentiellement des adverbes qui marquent la rapidité. Aussitôt, quelquefois, tout à coup, qu'est-ce qu'on trouve encore? Réellement, qui est un adverbe utilisé à l'inverse, etc., etc. Ça opère une sorte de... Ça permet en fait à Montesquieu de souligner le décalage entre le sérieux en fait avec lequel aborde la société parisienne Rica, celui qui écrit, et la frivolité, la superficialité des Parisiens dans leurs attitudes. La troisième question vous demandait quel trait de caractère est décrit par l'auteur et explicitement exprimé, quel sentiment de Rica est décrit de manière implicite. Le regard qu'il porte sur les Parisiens est-il péjoratif ou amélioratif? Expliquez votre réponse avec nuance. Avant d'aborder la réponse à cette question, je vous propose de prendre la question 4 tout de suite, qui vous demandait de définir modalisateur, explicite, implicite, péjoratif, amélioratif. Donc les modalisateurs, je viens de vous dire ce dont il s'agissait. Quand vous étiez en quatrième, vous avez certainement abordé le récit fantastique et la modalisation du récit. Donc je répète, les adverbes, les adjectifs, les verbes, selon qu'ils ont un trait positif ou négatif, le conditionnel, les figures de style, tout ce qui permet de nuancer son propos. Donc les modalisateurs, ce sont les outils de langue qui permettent de nuancer un propos. Ensuite, explicite, c'est ce qui est dit vraiment. Il n'y a pas de filtre, c'est ce qu'on dit réellement. Tandis que l'implicite, c'est l'inverse, c'est ce qui est sous-entendu. Parfois, ça peut être exprimé avec l'usage du sens figuré, qui s'oppose au sens propre d'un terme, par exemple. Péjoratif, c'est négatif. Amélioratif, c'est la même racine que le mot meilleur, c'est ce qui est positif. D'accord ? Donc, pour en revenir à la troisième question, et je vais essayer de vous faire une rapide explication du texte, en fait, le trait de caractère qui est exprimé de manière explicite, c'est bien la curiosité et l'extravagance des Parisiens. Le sentiment de Rica, c'est sa surprise dans un premier temps, puisqu'il est tout à fait étonné, c'est ce qu'il nous dit au tout début du texte. Lorsque j'arrivais, je fus regardé comme si j'avais été envoyé du ciel. Vieillards, hommes, femmes, enfants, tous voulaient me voir. Là, on entend encore la curiosité des Parisiens, ils veulent voir. Si je sortais, tout le monde se mettait aux fenêtres. Si j'étais aux Tuileries, je voyais aussitôt un cercle se former autour de moi. Les femmes même faisaient un arc-en-ciel nuancé de 1000 couleurs qui m'entouraient. Arc-en-ciel qui est dû aux tenues qu'elles portent, aux couleurs qu'elles portent dans leurs vêtements. Donc là encore, ça a rapport avec l'apparence. Et les gens se pressent autour de lui, veulent le voir par curiosité. Lui, enfin, il dit... Je souriais quelquefois d'entendre des gens qui n'étaient presque jamais sortis de leur chambre, donc il est étonné, plutôt positivement, mais déjà un peu moqueur de cette attitude. Tant d'honneur ne laisse d'être à charge. Je ne me croyais pas un homme si curieux et si rare, et quoique j'ai très bonne opinion de moi,
Je ne serais jamais imaginé que je dusse troubler le repos d'une grande ville où je n'étais point connu. Donc il s'étonne, il sourit par étonnement, par une curiosité un peu amusée, mais il est effectivement tout à fait étonné de susciter un tel intérêt. Pour voir s'il resterait encore dans ma physionomie quelque chose d'admirable. Donc certes, il a une bonne opinion de lui-même, il pense qu'il est plutôt bien mis, mais tout de même, de là à être le centre de l'intérêt de tout le monde, il s'en étonne. Donc dans un premier temps, le sentiment, le trait de caractère qui est exprimé de manière explicite, c'est véritablement la curiosité, l'empressement à la curiosité des Parisiens, qui le font même de manière presque vulgaire, c'est-à-dire que les femmes ne se gênent pas pour faire un cercle autour de lui pour le regarder, les hommes au théâtre prennent leurs lunettes pour le voir de plus près, alors que c'est pas très discret. Donc, en principe, ça ne se fait pas. C'est comme si vous montriez du doigt quelque chose ou quelqu'un. On sait que c'est un petit peu mal poli de faire ça. Et lui, il s'étonne tout doucement de se trouver aussi digne d'intérêt. Il est un peu amusé de ça, mais il finit quand même par ne pas tout à fait comprendre. Et même, on pourrait penser que ça l'inquiète un peu. C'est ce qu'il y a à la moitié du second paragraphe, dans cette partie-là, lorsqu'il nous dit « Cet essai me fit connaître ce que je valais réellement. Libre de tous les ornements étrangers, je me vis apprécier au plus juste. » Juste avant, il nous dit en fait qu'il a changé de tenue pour voir si en fait les gens vont toujours s'intéresser à lui. Lui, l'étranger, qui regarde la société parisienne avec des yeux extérieurs. Or, qu'est-ce qu'il se passe? J'eus le sujet de me plaindre de mon tailleur qui m'avait fait perdre en un instant l'attention et l'estime publique, car j'entrais tout à coup dans un néant affreux. Donc on comprend qu'effectivement, il a changé de tenue. Il se fond dans la foule des Parisiens. On ne le remarque plus, et tout à coup, plus personne ne s'intéresse à lui. Donc c'est là où il critique quelque chose. Et en fait, dans cette critique, c'est la critique de Montesquieu, c'est l'ironie de Montesquieu qu'on entend. Ainsi, le regard qu'il porte sur les Parisiens n'est pas amélioratif, mais plutôt péjoratif. Et si l'on continue la lecture du texte jusqu'au bout, mais si quelqu'un par hasard apprenait à la compagnie que j'étais persan, j'entendais aussitôt autour de moi un bourdonnement. « Ah ah, monsieur est persan? C'est une chose bien extraordinaire. Comment peut-on être persan ?» Là, vraiment, c'est la dernière phrase qui est insérée à la fin du texte. Chose remarquable d'ailleurs, le texte est un récit, c'est quelqu'un qui raconte, et à la fin, boum, on a du discours direct. Donc il y a une espèce de petite rapidité, comme ça, un changement de rythme qui est donné par Montesquieu pour nous donner quand même un petit attrait à la fin du texte. Eh bien, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est ici que la critique à la fois sociologique en rapport avec la société, mais aussi très proche de l'esprit du XVIIIe siècle, de l'esprit des Lumières, que Montesquieu opère. Et il nous fait réfléchir même de manière philosophique déjà. Je vous rappelle qu'en général, les auteurs du XVIIIe siècle sont à la fois des écrivains et des philosophes, c'est-à-dire qu'ils écrivent des livres, mais en même temps, ils poussent à la réflexion un peu plus loin, ils abordent des grandes questions. Et ici, la question qui est abordée, en fait, c'est celle que j'évoquais en introduction, c'est la question de l'être, du paraître, de l'apparence, et de l'importance de l'apparence. Et finalement, Rica, on pourrait dire Montesquieu, nous propose de réfléchir sur la capacité individuelle en fait à réfléchir, puisqu'on a des Parisiens qui sont décrits dans une masse. Au tout début du texte, on nous parle des vieillards, des hommes, des femmes, des enfants, donc il n'y a pas de distinction entre les gens, tous s'agglutinent comme une masse, comme une foule, autour d'un personnage qui est cet étranger, qui regarde avec un décalage, qui porte sur lui le signe de son étrangeté, parce qu'il n'est pas habillé comme les autres, mais dès lors qu'il change ça, puisque les gens ne lui parlent pas, la foule ne s'intéresse pas à lui. Et il n'y a personne qui vient poser des questions. Sauf si, au détour d'une conversation, puisque les gens se parlent quand on va au théâtre, hein, c'est un lieu de socialisation qui est important pour la bourgeoisie, pour la classe supérieure, l'aristocratie, s'il y a quelqu'un qui se met à lui parler ou qui apprend qu'il est donc persan, tout à coup, rumeur autour de lui, c'est le mot bourdonnement, qui fait référence à la ruche, hein, donc ça s'active dans tous les sens, on ne peut pas bien distinguer les choses, mais finalement c'est un peu du brouhaha, et bien tout à coup, on dit voilà une chose extraordinaire, mais comment peut-on être persan? Ça pose la question de qu'est-ce qu'on est? Et même dans la perspective philosophique, Montesquieu nous pose la question qui suis-je? Comment puis-je être ce que les autres voient de moi? Qu'est-ce que signifie le regard de l'autre sur moi?
Comment est-ce qu'il me voit? Quelle est l'image que je lui renvoie? Et là-dedans, moi, en tant que personne, qui je suis? Où je suis? Et c'est cette question, en fait, que pose Montesquieu. Et c'est là où, grâce à quelque chose qui relève de l'ironie, de l'anecdote, dans cette petite lettre où on nous raconte quelque chose, voilà, un homme avec un drôle de vêtement qui sort dans la ville et tout le monde le regarde, en fait, derrière, il pose une autre question qui touche vraiment plus à notre identité. Vous pouvez vous-même faire l'expérience. Si vous sortez et vous êtes habillé de manière totalement différente, ou si vous êtes habillé dans une mode qui n'est que la vôtre, ou si vous revenez d'un pays étranger et vous vous habillez d'une certaine façon dans un certain contexte, les autres vont vous regarder, vont vous s'intéresser à vous, peut-être pour vous moquer, peut-être pour rigoler de vous. Si tout à coup vous remettez des vêtements avec lesquels ils sont habitués à vous voir, peut-être que leur intérêt va diminuer. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire sur le regard qu'on pose sur les autres? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de réfléchir et d'aborder l'autre, l'altérité, l'étranger, ce qui vient de l'extérieur, d'une manière différente? Vous voyez bien que Montesquieu nous pose une question extrêmement contemporaine, qui nous concerne, vous et moi, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Bien entendu, dans la société du XVIIIe siècle, qui est celle de l'époque à laquelle le texte est écrit, c'est évidemment une manière ironique de critiquer, encore une fois, la société parisienne, mais pas seulement, la société française de l'époque, qui semble s'intéresser vraiment à la surface des choses, et dès lors qu'on change un tout petit élément, cet intérêt diminue. D'accord? Donc c'est la lecture que l'on peut faire du texte de Montesquieu. Ceci vous aide à faire le travail de rédaction que je vous ai demandé. Initialement, alors je vous avais donné ça sur la feuille en route vers le brevet, le sujet est, en vous aidant des questions préparatoires et de votre lecture du texte de Montesquieu, étudiez la leçon de la lettre. Comment peut-on être persan? Quelles erreurs de jugement l'écrivain philosophe critique-t-il à travers les naïvetés des Parisiens, que nous montre Rica dans sa lettre? Déduisez de votre réflexion quelques conclusions concernant les moyens et l'efficacité de la critique proposée dans l'ouvrage Les Lettres persanes. Donc c'est un exercice d'argumentation. Ce n'est pas un sujet très facile parce qu'on ne vous demande pas de commenter, comme je viens de le faire, la leçon, hein, la question qui est à la fin qui pose une leçon, un peu comme une morale à la manière de La Fontaine dans ses fables, mais de réfléchir sur la manière dont procède Montesquieu pour opérer cette critique. Autrement dit, de réfléchir au procédé qu'il utilise pour critiquer. Donc ça fait un rapport, ça crée un rapport, ça fait allusion à ce que je vous donnais dans la fiche l'ironie, ce que je vous expliquais dans les petites vidéos précédentes, pourquoi on utilise ces moyens détournés pour critiquer. Ce travail, si vous arrivez à faire 2 paragraphes argumentés sur cette feuille pour vendredi, c'est très bien. Si vous n'arrivez pas à le faire, c'est pas très grave, mais ça vous n'êtes quand même pas sans savoir qu'il y aura un travail à faire sur le prochain texte que je vous présenterai vendredi, qui est le texte de Voltaire, et vous allez avoir un travail à faire pendant les vacances. Donc il faut que vous réfléchissiez quand même au texte, que vous essayiez de le comprendre, que vous essayiez de voir et de comprendre comment ce processus ironique, ce processus détourné d'argumentation permet à Montesquieu à nous livrer une critique de la société d'une part et une critique même qui a une portée philosophique qui va au-delà du simple cadre de la société parisienne du XVIIIe siècle. Voilà, je m'arrête là pour le texte. Je vous rappelle que vendredi matin, vous avez un contrôle sur les phrases complexes et les subordonnées. Vous avez tous les éléments dans les petites vidéos précédentes. Sur le cahier texte dans Pronote, vous avez toutes les fiches et les corrections. Certains m'ont envoyé leur travail, j'ai pu le corriger. Je vous mettrai en ligne le contrôle à 8h30 et vous devrez me le rendre impérativement avant 12h30. Je le corrigerai, je vous le rendrai le vendredi après-midi. C'est noté, donc il faut le faire ce contrôle, d'accord? Si vous avez encore des petites questions, vous pouvez toujours vous aider des fiches, du manuel. Je vous rappelle aussi qu'il faut que vous soyez un tout petit peu ordonné dans les moments où vous vous adressez à moi via Pronote ou via mail, car je ne peux pas répondre à tout le temps, toute la nuit, H24, d'accord? Donc il faut essayer de travailler la journée plutôt que le soir, de sorte que je puisse vous répondre et que vous ayez les réponses aux questions que vous vous posez. Voilà, je vous laisse là, j'espère que vous allez bien, prenez bien soin de vous, respectez bien les consignes, restez chez vous, et puisque vous devez rester chez vous, travaillez. Voilà, à vendredi, merci.